RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Marlène Schiappa. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je vais vous poser cette question directement à vous parce qu'elle prend tout son sens étant donné que vous êtes à la pointe aussi du combat féministe. Donc la France insoumise gênée aux entournures après les révélations sur les violences conjugales concernant le député Adrien Quatennens. L'affaire prend une dimension bien sûr politique. Un élu de la République peut-il le rester dans ces conditions ? D'abord, merci de m'avoir invitée. Plusieurs choses à vous dire sur ce sujet. La première, et qui est la plus importante, c'est qu'évidemment, toute forme de violence, et singulièrement à l'endroit des femmes, est inacceptable. Les violences conjugales, elles sont protéiformes. Ça peut être des violences physiques, des violences sexuelles, des violences psychologiques, se manifester par du harcèlement ou des coups. Et aucune de ces formes de violence n'est acceptable. C'est la première chose. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que c'est pour moi, qui ai mené ce combat et qui continue à le mener depuis des années, avec beaucoup d'autres personnes, c'est insupportable d'entendre minimiser ces violences et d'entendre que l'une de ces formes de violence serait au final pas si grave et que si on les confessait, finalement, ça deviendrait quelque chose d'anecdotique. Là, vous parlez de Jean-Luc Mélenchon. Je parle de l'affaire en général et des commentaires qui en sont faits. Et la troisième chose qui est tout aussi importante que la précédente, c'est que la justice, elle se rend devant les tribunaux. Donc je pense que nous sommes dans un état de droit et c'est fondamental que lorsqu'il y a des accusations et des plaintes, et je me réjouis que davantage de femmes aillent au commissariat, à la gendarmerie, voir les gendarmes, les policiers que nous avons fait tant d'efforts à former pour qu'ils accueillent bien les plaintes. Ensuite, c'est devant les tribunaux que la justice doit se rendre. Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. En clair, je vais la reformuler autrement. Est-ce que Adrien Quatennens doit être bouté hors de l'Assemblée nationale ? Alors, moi, je ne veux pas répondre sur Adrien Quatennens. Pourquoi ? Pas parce que j'aurais une sympathie sur Adrien Quatennens, mais parce que ce qui m'importe avant tout, mais je vais vous répondre sur le principe, ce qui m'importe avant tout, ce sont les femmes victimes de violences conjugales. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses depuis quelques jours dans les débats, mais je n'ai pas entendu beaucoup de choses adressées aux femmes victimes de violences conjugales. Donc moi, j'ai une position de principe. Quand un homme est condamné pour des violences conjugales, il n'a pas sa place à l'Assemblée nationale. Quand un homme est condamné pour des violences conjugales. Donc c'est à la justice, là encore une fois, de se prononcer. Je le répète, nous sommes dans un état de droit et donc ce n'est pas à vous ou moi ou Jean-Luc Mélenchon ou qui que ce soit de dire si Adrien Quatennens est coupable ou s'il est innocent. Il y a une justice dans ce pays, il y a des principes. Je pense qu'on peut être à la fois farouchement féministe et en même temps très attaché à l'état de droit. Marlène Schiappa, juste après les révélations du Canard enchaîné, donc sur cette fameuse main courante, les époux Quatennens avaient publié ensemble un communiqué dans lequel ils demandaient le respect de leur vie privée. Je cite, nous entendons protéger notre vie privée et celle de notre famille en demandant le respect pour retrouver le chemin de l'apaisement. Est-ce que l'intrusion à la fois de la presse et aussi du monde politique dans cette affaire ne vient pas en quelque sorte déposséder les époux Quatennens de leur intimité ? C'est exactement pour ça que je vous ai répondu en disant que moi je ne veux pas répondre sur le cas en particulier. Oui. Vous aurez observé que depuis ces plusieurs jours, je n'ai fait ni communiqué, ni tweet, ni expression publique. Je réponds à la question bien volontiers parce qu'elle m'est posée et je réponds sur une question de principe. Et comme je le disais, moi ce sont les femmes avant tout qui m'intéressent dans ce cas. La femme qui a déposé une main courante, comme toutes les femmes qui vous regardent et qui sont victimes de violences conjugales, elles n'ont pas moins de droits que d'autres femmes. Et ce droit, c'est le droit à la justice, me semble-t-il. Alors, je n'ignore pas que je suis dans l'espèce de contorsionnisme du journaliste, parfois qui dit faudrait-il en parler tout en parlant. Mais dans ce cas précis, donc, aux policiers qui l'ont entendu, la femme de M. Quatennens a dit qu'elle ne souhaitait ni porter plainte, ni qu'il y ait de suite judiciaire, je cite, à cette main courante, et qu'elle exigeait que les informations ne se retrouvent pas dans la presse. On peut donc penser qu'aujourd'hui, cette affaire prend pour elle une tournure qui la dépasse complètement, qui n'était pas celle qu'elle voulait, et que peut-être cette affaire aurait pu se régler dans l'intimité de ce couple. Dans l'intimité, je ne sais pas. Devant la justice, très probablement. Et c'est encore une fois
pour cette raison particulièrement que je ne me prononce pas sur l'affaire en tant que telle et sur Adrien Quatennens en tant que tel, en pensant à cette femme et à son souhait. Moi, je pense que, je disais, toute femme, quand elle va déposer une plainte ou une main courante au demeurant pour parler de faits de violence sexiste ou sexuelle, elle a le droit à être traitée comme toute justiciable, y compris quand la personne est connue. Et ça, je l'ai toujours dit depuis des années. Quand on dit qu'on respecte la parole des femmes, c'est aussi respecter la volonté des femmes, parfois, de ne pas médiatiser ce qu'elles ont vécu ou de ne pas en parler publiquement. C'est vrai qu'avec MeToo, il y a eu un grand mouvement de libération de l'écoute sur ce que les femmes avaient à dire. Et on a salué le courage de celles qui ont parlé pour dénoncer les faits qu'elles avaient connus. Mais je crois qu'il y a aussi un droit à ne pas parler publiquement de ce qu'on a vécu et je pense qu'il faut le respecter. Alors, vos opposants ont pris moins de pincettes lorsqu'il s'agissait, par exemple, de l'affaire Damien Abad. Donc on va dire que vous êtes beaucoup plus magnanime. En tout cas, vous n'appelez pas moi, je suis à la farouchement... Vous savez, moi, j'ai tellement cette cause de la protection des femmes face aux violences au fond de mes tripes et au fond de mon cœur que je n'en ai jamais fait une manipulation politicienne et je ne vais pas commencer maintenant. Quand il s'agissait de Damien Abad, j'ai dit aussi qu'à mon sens, il ne pouvait pas rester membre du gouvernement. Quand vous aviez un député de La République En Marche qui avait été condamné pour des faits de violence conjugale, j'ai dit à plusieurs reprises qu'il n'avait pas sa place à l'Assemblée nationale. Donc pour moi, ça ne doit pas être une question de parti politique et je veux vraiment qu'on reste sur des principes et je veux en profiter pour dire qu'il y a des associations qui accompagnent les hommes auteurs de violences. Il y a un réseau associatif qui s'appelle la FNACAV, avec lequel on a beaucoup travaillé pendant le confinement, qui les accompagne pour faire en sorte de sortir du cycle des violences avant qu'il ne soit trop tard. Je pense qu'on pourrait aussi mettre ce sujet au cœur du débat. Il y a des violences aussi faites aux hommes, on n'en parle pas jamais, mais est-ce qu'elle existe? Là encore, vous avez été... D'abord, il y a des violences sexuelles qui existent sur les femmes et sur les enfants essentiellement. Dans les enfants, il y a des petits garçons et il y a aussi des violences sexuelles qui existent sur les hommes. Il est parfois au moins tout aussi difficile, je ne vais pas faire de hiérarchie, mais il est tout aussi difficile, voire parfois plus dans certains cas pour les hommes de pouvoir en parler. Nous avons aussi formé les policiers et les gendarmes à cela, à recueillir la plainte. Je veux dire ici qu'il y a une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr et cette plateforme, elle permet à tout le monde, femmes, hommes, mineurs, y compris 20% des saisies sont faites par des mineurs, d'alerter la police ou la gendarmerie, y compris quand on est témoin et qu'on a connaissance de faits de violences sexuelles ou de violences conjugales. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas minimiser dans ce débat. Moi, j'ai passé 5 ans au gouvernement à dire à quel point les violences conjugales, c'était grave, ça avait des conséquences dramatiques. Ne minimisons pas les violences conjugales et les violences intrafamiliales. Alors justement, à propos de minimiser, en mai dernier, Stanislas Guerini, qui était alors le patron de La République En Marche, avait provoqué lui aussi beaucoup de réactions en défendant Jérôme Perra, qui à ce moment-là était candidat de la majorité présidentielle aux législatives, qui avait été condamné pour violence conjugale. Et Stanislas Guerini avait dit de lui, c'est un honnête homme, je ne le crois pas capable de violence sur les femmes. Ces propos ne l'ont pas empêché de devenir ministre, il est aujourd'hui ministre de la fonction publique. Est-ce que ça vous a heurté ? Mais j'ai dit que je ne m'exprimais pas sur le communiqué d'Adrien Quatennens qui reconnaît qu'il a été auteur de faits de violence. Là, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est Stanislas Guerini. Bien sûr, j'ai bien compris, mais je suis en train de vous dire que je ne vais pas faire un deux poids, deux mesures complètement disproportionné en comparant ce qui n'est pas comparable. Je n'ai pas commenté le communiqué d'un député. Non, le parallèle que je faisais, c'est plutôt entre Jean-Luc Mélenchon et Stanislas Guerini, c'est-à-dire la réaction. Mais Jérôme Perra, il n'a pas été investi finalement, il n'a pas été notre candidat. Donc nous n'avons investi aucun candidat condamné pour des faits de violence conjugale. Et encore une fois, je pense que ce débat, il doit avoir lieu devant les tribunaux. Les tribunaux disent la culpabilité. Quand quelqu'un est coupable, il n'a rien à faire dans l'hémicycle ou avec des responsabilités publiques. Mais encore faut-il avoir le verdict de la justice pour cela. Alors Marlène Schiappa, on va clore ce dossier, mais juste avant quand même une question sur Jean-Luc Mélenchon. Donc là aussi on voit que la France insoumise est tout de même un peu gênée aussi aux entournures par le tweet de Mélenchon qui loue le courage d'Adrien Quatennens d'avoir avoué sa gifle. La première ministre, donc votre chef Elisabeth Borne, ce matin a réagi en disant qu'il banalisait les violences familiales et qu'il n'était pas à une outrance près. Est-ce que vous avez à rajouter à ce commentaire ? Non, d'abord parce que c'est exactement ce que je vous disais sur le fait de minimiser. Non, mais est-ce que ça affaiblit, par exemple, Mélenchon ?
Est-ce que ça l'affaiblit dans sa posture de politique? Je pense que chacun se fait un avis en toute objectivité sur ce fait. Et moi, je vous dis encore une fois, je ne veux vraiment pas donner l'impression de faire une instrumentalisation politicienne de ce fait. C'est trop grave pour être instrumentalisé, mais c'est trop grave aussi pour être banalisé. Et ça, il faut vraiment le dire. Alors, La République En Marche, le parti créé par Emmanuel Macron, rebaptisé Renaissance avec un nouveau chef, Stéphane Séjourné. Qu'est-ce que ça change? Et est-ce que c'est dans le fond la succession d'Emmanuel Macron que l'on prépare? Écoutez, déjà, ça change que nous ne sommes plus uniquement entre marcheurs, puisque vous savez que moi, depuis 2016, j'ai été dans En Marche, dans La République En Marche. Nous avons avec nous désormais Agir et Territoire de Progrès. Et Renaissance, c'est l'addition de ces 3 mouvements politiques, avec effectivement une élection qui a eu lieu, et Stéphane Séjourné, qui est désormais notre secrétaire général. L'idée pour nous, c'est déjà de travailler sur le 2e quinquennat. Nous sommes à peine au tout début de ce 2e quinquennat qui s'ouvre devant nous. 5 années de travail, c'est long. Par expérience, je sais que ça peut être plein de surprises également, bonnes et mauvaises. Et donc, nous avons à travailler sur ce quinquennat, et la succession, c'est vraiment une problématique qui se posera à nous dans un avenir plutôt lointain. En 2016, lorsqu'il avait créé La République En Marche, Emmanuel Macron n'avait pas de mots assez durs pour les partis qui, selon lui, étaient responsables de beaucoup de problèmes, au fond. Il ne fallait surtout pas que La République En Marche soit un parti. Pourquoi, finalement, aujourd'hui, ce virage à 180 degrés? Oui, c'est une très bonne question. Mais vous savez, en 2016, avec ce discours et avec cette aventure autour d'un mouvement citoyen, Emmanuel Macron a ramené à la vie politique des gens qui s'en étaient considérablement éloignés. Moi, je l'ai vu, ces réunions d'ateliers, des idées, de construction du programme, où des citoyens nous disaient « Enfin, le programme va partir de nous et de la base ». Sauf que désormais, nous ne sommes plus ce jeune mouvement un peu fou qui veut bousculer les codes de la vie politique. Nous avons derrière nous un bilan, un président de la République, un gouvernement, même donc on prend les chemins de traverse pour arriver au pouvoir et ensuite on reprend la route. Non, c'est pas ça la question. L'autoroute. La question c'est que je trouve qu'il y a 2 paris qui étaient faits par Emmanuel Macron en 2016. Le premier, c'était gagner l'élection présidentielle. Tout le monde nous disait à l'époque qu'on n'y arriverait pas. Il a réussi. Et le deuxième, c'était bousculer la vie politique pour dépasser les clivages et redéfinir les contours de la vie politique. Ça, c'est un pari qui est réussi, puisque sur la base, là aussi, de l'élection d'Emmanuel Macron, les contours de la vie politique se sont transformés. Et d'ailleurs, cette transformation, elle est en train de se poursuivre. Alors, on va parler dans quelques instants de vos dossiers qui vous préoccupent, mais une question quand même sur la réforme des retraites qui est à nouveau sur le bureau de l'exécutif. Et on a vu qu'il y avait un ministre du Travail, donc Olivier Dussopt, qui avait du mal à faire plier, on va dire, les syndicats, ou en tout cas les mettre de leur côté. Jusqu'en 2023, à partir de 2023 jusqu'en 2030, le système sera dans le rouge. Donc l'hostilité, je le disais, reste intacte. Finalement, j'ai envie de dire qu'on revient au point de départ d'il y a 2 ans, avant l'épidémie de Covid, où tout s'est figé. Donc je pense que l'important pour nous, c'est de partager déjà le diagnostic. Je le dis parce qu'il y a eu beaucoup de débats ici et là sur comment, la méthode, etc. D'abord, il y a un diagnostic à partager, et c'est le premier travail de consultation mené par Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Ce diagnostic, il est double. Le premier, il porte sur la question de l'équilibre budgétaire, avec le rapport du corps qui sera bientôt remis officiellement, le rapport du comité des retraites qui sera bientôt remis officiellement à la Première ministre, qui dit que le système sera en déficit dans les 25 voire 30 prochaines années. Et le deuxième constat, diagnostic à partager, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont les laissés pour compte de notre système de retraite. Les personnes qui ont eu des statuts différents, les carrières hachées, les femmes. Et donc, il est fondamental de travailler sur un plancher minimal pour qu'on n'ait plus autant de retraités qui soient sous le seuil de pauvreté. Mais ça, le constat, on l'a fait, mais comment il passe la porte d'entrée Alors, moi, je ne crois pas que le constat soit partagé à ce stade. Et je pense qu'il y a encore un travail pour partager ce constat et ensuite pour partager des objectifs. Manifestement, le rapport du corps se prête à des lectures différentes. C'est pour ça que je dis que nous avons un travail à faire pour partager ce diagnostic, qui n'est pas forcément toujours partagé. Pour l'instant, ce partage du diagnostic n'est pas fait. En tout cas, il n'y a pas du tout de consensus, y compris donc sur simplement le diagnostic. Vous avez raison, et c'est notre première étape. Et c'est pourquoi ensuite, il faut travailler sur le quoi avant de travailler sur le comment. Alors quelles sont les mesures qu'on met dans cette réforme? Pourquoi Emmanuel Macron dit qu'il veut aller vite? Je pense qu'effectivement, c'est une transformation qui était prévue dans le premier quinquennat, qui était un engagement du président de la République.
que nous n'avons pas pu mener à bien pour différentes raisons et en grande partie à cause de nous-mêmes, si je puis le dire de cette manière. Là, nous sommes dans le 2e quinquennat. C'était un engagement du président de la République. C'est plutôt important de tenir ses engagements de campagne et donc de les mener à bien, mais pas n'importe comment. Et c'est pour ça que la Première ministre, demain, reçoit les groupes parlementaires, prend le temps du dialogue, prend le temps du débat pour partager, au-delà du diagnostic, les solutions que nous pourrons apporter pour que finalement le nouveau système soit meilleur que l'ancien. C'est ça le projet. Il ne s'agit pas de réformer pour réformer, mais vraiment de se dire, voilà toutes les personnes les plus fragiles pour lesquelles le nouveau système va apporter du bénéfice. L'un des objectifs d'Emmanuel Macron pour son dernier quinquennat, en tout cas dans un avenir proche, c'est le plein emploi. Il pourrait contribuer, vous misez, Marlène Schiappa, entre autres, sur la validation des acquis de l'expérience dans le domaine associatif, y compris pour les bénévoles. Vous voulez que l'expérience et les compétences acquises par le bénévolat soient reconnues. Comment ce dispositif va-t-il fonctionner ? Oui, absolument. D'abord, il y a 13 millions de bénévoles en France. On est un des pays dans lequel il y a le taux de bénévolat le plus élevé. Un Français sur 3 est bénévole. C'est colossal. Et vous avez énormément de personnes qui sont bénévoles, mais qui ne savent pas comment faire valoir leurs compétences parce qu'elles ne sont pas reconnues. On est, hélas, et je le déplore, encore beaucoup dans une société du diplôme, qui vous reconnaît des compétences si vous avez un diplôme, mais pas si vous avez une expérience de surcroît si elle est bénévole. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait été trésorier bénévole quelques années dans une association pourra prétendre à un diplôme de comptabilité ou de gestion. Quelqu'un qui a été dans une association du social, un diplôme équivalent. Ça pourra aider aussi, je pense, particulièrement aux plus de 50 ans. Mais ce seront des procédures qui seront simples. Oui. Parce que c'est ça qui est important. La validation des acquis de l'expérience, parfois, c'était des trajectoires très compliquées. Alors moi, j'en ai fait une dans ma prime jeunesse. C'est effectivement très long, c'est coûteux. On doit faire toutes les démarches soi-même. Et il y avait une partie tout de même à faire, y compris à l'université, etc. Tout à fait, un jury. Donc l'idée pour nous, c'est de travailler sur une plateforme. On est en train de le faire avec les acteurs associatifs, le mouvement associatif, France Bénévolat, le Haut Conseil de la vie associative, etc. Et l'idée, c'est d'avoir une plateforme, quelques questions auxquelles vous répondez sur votre profil, et on vous propose immédiatement en face le diplôme correspondant, le parcours, l'université ou l'établissement auprès duquel vous pouvez solliciter ce diplôme. Donc ce sera très simple et surtout facilité, et on va le faire mieux connaître le dispositif. Aujourd'hui, vous avez plein de gens qui, en ce moment, ont le droit à prétendre à ce diplôme et ne le savent pas. Et ça ouvrira les mêmes droits que pour un travailleur ? Tout à fait. Alors quand vous avez un diplôme en retraite, VAE, par exemple ? Alors, c'est le diplôme. Donc, le diplôme nous fait droit à la retraite immédiatement. Mais je pense, par exemple, je disais aux personnes de plus de 50 ans qui ont déjà eu une première carrière, qui ont leur formation qui date d'il y a parfois 30 ans, qui n'est plus toujours adaptée, ou eux-mêmes ont voulu se réorienter. Et après des années de bénévolat, ça va pouvoir accompagner aussi cette reconversion, cette réorientation. Donc, c'est très important, y compris pour cet objectif de plein emploi, mais pas seulement, parce que le diplôme, c'est pas juste pour aller travailler, c'est aussi une reconnaissance, une fierté. Oui, c'est ça, parce que sinon, il nous reste très peu de temps, mais c'est aussi alimenter cette société du diplôme, au fond. Alors, moi, je regarde le système et je vois comment on peut le faciliter pour que chacun y arrive. En parallèle, vous avez raison, il y a un travail à mener pour dire que c'est pas parce qu'on a fait l'ENA qu'on est complètement à côté de la plaque quand on n'a pas fait l'ENA, et c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on peut pas être autodidacte et apprendre par soi-même. Moi, je veux surtout valoriser ces bénévoles et les soutenir. Merci Marlène Schiappa. Merci beaucoup. Merci à Camille Néran et à Charlotte Hurien-Tomaca pour avoir préparé cette émission, et merci à toute l'équipe technique. À très vite.